Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sarah Zalouni, je suis médecin généraliste à Nantes et donc je vais vous présenter mon travail de thèse. Déjà, je précise que j'ai aucun lien d'intérêt financier par rapport à mon sujet de recherche, mais il me semblait important quand même de préciser, vu qu'on va parler un petit peu de point de vue situé pendant ma présentation, que je suis adhérente au planning familial 44 et à l'association Pour une meuf, qui est une association de soignants et soignantes féministes. En introduction, donc la contraception, affaire de femme ou histoire de genre, faut savoir en fait que la féminisation de la contraception, ça n'a pas toujours été une évidence. Il y a beaucoup de travaux socio-historiques qui montrent que finalement c'est assez récent, ça date à peu près à partir des années 60 avec la médicalisation en fait de la contraception, donc l'essor de la gynécologie, les mouvements féministes aussi à cette époque-là, et évidemment la légalisation des méthodes médicales. Donc petit à petit, il va y avoir une féminisation de la responsabilité contraceptive qui avant était beaucoup plus partagée, avec un effacement de l'implication masculine. On va finalement naturaliser cette responsabilité en se basant sur le fait que les femmes ont des capacités gestatives. Et donc les sociologues parlent de naturalisation de la contrainte. Par rapport à l'implication masculine, alors je pense que les autres présentations en parleront un peu plus, mais depuis les années 80, il y a des expérimentations sur des méthodes, avec la méthode par remontée testiculaire, la méthode hormonale, qui ne sont pas encore validées. Et ces dernières années, on assiste au concept dans la société civile de charge contraceptive pour dénoncer toutes les contraintes contraintes cognitives, financières, physiques que la contraception engendre chez les femmes. Il y a une grosse médiatisation des méthodes dites masculines, même celles qui ne sont pas validées. On a une augmentation, par contre, très conséquente des vasectomies et un intérêt croissant, justement, de la communauté médicale et des politiques de santé publique. La stratégie nationale de santé sexuelle précise d'ailleurs que promouvoir l'accès à la contraception masculine permettrait de répartir le poids de la contraception qui pèse aujourd'hui majoritairement sur les femmes et donc de tendre vers plus d'égalité. Donc partage contraceptif, il est présenté comme un enjeu d'égalité des genres, mais on voit qu'il est toujours quasiment pensé au prisme des solutions médico-techniques qui sont destinées aux hommes, sauf qu'il y a de nombreux freins à l'accès à ces solutions. Médicaux déjà, on n'a pas encore beaucoup d'études validées, beaucoup de recul, c'est pas remboursé. Et puis on a des représentations socioculturelles qui rendent le développement de ces choses-là compliqué. Je précise que depuis 2013, la Haute Autorité de Santé recommande aux médecins d'informer et d'impliquer les hommes dans la contraception, quel que soit le moyen utilisé. Donc du coup, tout ça, ça pose la question de la pertinence de se focaliser uniquement sur les méthodes dites masculines quand on parle de partage contraceptif. Donc on a voulu justement questionner les conceptions des médecins généralistes sur la place et la participation des hommes à la contraception en général et comment ils abordaient ce sujet avec eux. On a mené une étude du coup qualitative avec une approche inspirée de la théorisation ancrée. Le recueil il s'est fait par focus group, donc des entretiens collectifs avec des médecins généralistes, donc qui exerçaient en cabinet groupé ou en MSP en Loire-Atlantique et en Vendée. Et donc on a fait une analyse par comparaison constante. Toutes les démarches réglementaires ont été effectuées. Donc on a mené 3 entretiens de 5 médecins chacun en 2023. On a eu donc 15 médecins généralistes âgés de 30 à 55 ans. On a eu beaucoup de difficultés à recruter des médecins hommes, comme là on voit dans l'assemblée. Donc et il y avait il y avait des niveaux de formation assez divers en gynécologie et en santé sexuelle et reproductive. Alors je vais passer sur les verbatims parce qu'on a un temps limité, mais peut-être dans les questions on pourra y revenir. Donc on passe directement au modèle explicatif. Donc on a en fait étudié les facteurs qui déterminaient la réflexion et la pratique des médecins autour de l'implication des hommes. On a identifié 5 sphères qui sont en interaction les unes avec les autres. Donc la première, la sphère, donc la société civile, la patientèle. Donc les médecins étaient quand même bien au courant et constataient les évolutions des rapports entre les genres, le principe de charge contraceptive, l'augmentation du recours à la vasectomie. Mais on voyait qu'il y avait encore des normes sociales qui persistaient chez les patients comme chez les médecins. Donc on les détaillera peut-être pendant les questions. Donc la norme gynécologique, la norme procréative,
conjugale, sexuelle et à l'intersection de toutes celles-ci, la norme contraceptive. La deuxième sphère, c'est donc plutôt le rôle de l'État et des autorités sanitaires avec toutes les initiatives qui vont permettre aux médecins de créer un cadre dédié et des portes d'entrée pour aborder le sujet de la contraception avec les hommes. Donc, par exemple, l'extension du vaccin garde-asile aux garçons, la cotation aussi CCP, la délivrance de la contraception d'urgence qui peut être délivrée aussi aux hommes en pharmacie. Évidemment, les campagnes d'information nationale et de sensibilisation qui incluent les hommes. Et les médecins ont aussi parlé des séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les établissements scolaires. La troisième sphère, elle renvoie plutôt aux connaissances qui sont apportées par l'état des sciences et la formation des médecins. Donc on a dit, il y a une limite des connaissances pour l'instant en matière de contraception par remontée testiculaire. Les médecins, dans mon étude, avaient tous une pratique, une evidence-based practice. Et la formation continue, celle-ci, on sait que c'est une démarche volontaire, donc elle est souvent dépendante de l'intérêt aussi des médecins. Donc selon leur intérêt, ils vont plus ou moins se former sur ces sujets-là. La quatrième sphère, donc, c'est le cadre pratique de la consultation. Évidemment, les contraintes de la médecine libérale obligent les médecins à prioriser les enjeux de santé et aussi de santé sexuelle. Et en général, la contraception avec les hommes ou les ados, c'est un peu le dernier le truc qui passe à la trappe. Ensuite, le principal frein, c'est qu'il y avait une absence de sollicitation des hommes qui ne consultaient pas leur médecin, qui ne posaient pas de questions à leur médecin sur la contraception. Donc, eux ne venaient pas avec ces questions-là. Et les médecins étaient en difficulté parce qu'il n'y avait pas de cadre dédié, justement, à la santé sexuelle et reproductive masculine, contrairement aux femmes. Et ensuite, les habiletés communicationnelles en santé sexuelle, elles étaient assez variées dans mon étude. Enfin, on a les représentations propres des médecins qui ont aussi des biais genrés et des habitus qui vont en découler, qui vont plus ou moins les identifier. Ils peuvent avoir des préjugés aussi sur les méthodes masculines, donc notamment les hommes de mon étude qui avaient tendance à trouver les anneaux ou toutes les méthodes de contraception par remontée testiculaire assez absurdes, on va dire. L'impensé aussi des vécus masculins dans les expériences d'IVG, donc ça c'est revenu à chaque focus group, et puis les aptitudes réflexives des médecins sur leur propre représentation et leur rôle justement dans l'implication masculine. Donc toutes ces sphères, elles vont donner différentes postures. On en a vu 3, donc le médecin passif, volontaire ou proactif. Donc les médecins passifs, c'est plutôt le médecin qui va avoir tendance à naturaliser les capacités contraceptives ou en tout cas à être très sceptique sur la possibilité d'implication des hommes. C'est des médecins aussi qui vont avoir une vision très médico-technique de la contraception. Donc pour eux, la contraception, c'est la méthode médicale. Et du coup, ils sont en attente d'une méthode idéale pour parler de la contraception aux hommes. Donc pour l'instant, ils n'en parlent pas du tout avec eux et ils identifient assez peu leur rôle là-dedans. Le médecin volontaire, il est entre les deux. C'est le médecin qui a envie de changer un peu sa pratique, qui a identifié ses représentations, qui a pas mal dénaturalisé justement la charge, les capacités contraceptives, mais un médecin qui a encore du mal à parler de santé sexuelle avec les hommes, à parler de contraception avec les hommes, qui a du mal aussi à imaginer d'autres implications que celles dans les méthodes dites masculines, mais qui est en formation et voilà, qui est assez volontaire justement là-dessus. Et les médecins proactifs, on en avait quand même pas mal dans mon étude. Donc les médecins proactifs, ils vont plutôt avoir une vision très large de la contraception comme une collaboration entre deux partenaires. Donc ils vont envisager de multiples possibilités d'implication. Donc l'observance, la participation financière, la conduite à tenir en cas d'oubli de pilule, etc. Ils vont repérer aussi les normes dont on a parlé tout à l'heure. Et ils vont penser leur responsabilité justement dans le partage contraceptif. Donc les limites et les forces, donc déjà c'était mon premier travail de recherche. Le mode de recrutement avec la participation volontaire entraîne des biais de sélection. On a un faible échantillon avec seulement 2 hommes malheureusement.
Il y a des limites inhérentes aussi au focus group avec des données qui sont déclaratives et qui peuvent être soumises au biais de désirabilité sociale. Biais de réflexivité, donc pour moi-même, mais que j'ai beaucoup travaillé. Malheureusement, on n'a pas pu trianguler la totalité des entretiens. La force, donc, c'est un sujet d'actualité, une étude originale parce que c'est la première fois qu'on étudie ça en entretien collectif. On a quand même croisé une vision de médecine générale avec des notions sociologiques assez poussées. On a un recueil de données très riche et on a montré une cohérence avec les données de la littérature. Pour les perspectives, donc nombreuses possibilités facilement applicables pour induire en tout cas chez les patients une réflexion sur leurs responsabilités dans les stratégies contraceptives et pour les rendre actifs dans le processus. Bien sûr, se former en santé sexuelle et reproductive et à l'accompagnement des méthodes dites masculines. Et surtout, travailler ses capacités réflexives. Donc pour le collectif, il nous semblait intéressant d'envisager un rappel en fait socio-historique dans l'enseignement de la contraception, ainsi que de toutes les normes qui structurent les pratiques, et d'intégrer de toute façon dans les formations initiales et continues tout ce qui est la perspective de genre et l'importance d'une pratique réflexive. Poursuivre bien sûr les séances d'Evras. Et donc, en conclusion, il n'y a pas une implication masculine, mais des implications masculines. Et moi, il me semblait qu'avant même de former les médecins sur les méthodes dites masculines qui n'étaient pas encore validées, c'était déjà important de leur faire réfléchir sur leur représentation et toutes les pratiques justement qu'ils ont dans la contraception en général. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons maintenant quelques minutes pour les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question par rapport au faible taux de réponse, on va dire, des médecins hommes. Est-ce que vous aviez imaginé, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez anticipé, vous vous doutiez que ça allait se finir comme ça? Et est-ce que vous aviez éventuellement imaginé, au contraire, ne recruter que des médecins hommes, par exemple, pour de futurs travaux? Je m'en étais un petit peu douté, que ça allait être compliqué déjà en interrogeant en parlant de mon sujet de thèse en fait dans mon entourage. Après, non, j'ai pas envisagé d'interroger que des médecins hommes parce que en termes de démographie médicale, il se trouve qu'il y a quand même énormément de médecins généralistes femmes, donc qui s'occupent, qui sont directement, qui font de la gynécologie, qui font des consultations de contraception. Donc ça me paraissait interroger que les hommes, ça me paraissait un peu limite là-dessus, mais ça pourrait être intéressant. Pour rebondir, moi je suis la directrice de Sarah. Peut-être que tu peux parler un petit peu des normes, parce que en fait ces normes-là, en fait c'est des concepts difficiles à appréhender. Et là, le 10 minutes contraint beaucoup l'explication de tout ce que tu as trouvé. Oui. Merci pour cette question. Du coup, effectivement, donc on a retrouvé chez les médecins qu'il y avait des normes sociales qui étaient assez ancrées. Tous n'en avaient pas conscience. Donc, il y a la norme gynécologique. Alors ça, c'est un concept qui a été développé par Aurore Cochelin, qui a écrit un livre très bien que je vous conseille, qui parle justement du fait que on a habitué les femmes à avoir un suivi gynécologique régulier, à avoir un examen gynéco tous les ans, à parler de contraception chez le gynécologue dès la fin de l'adolescence, etc. Et du coup, il y a une certaine sociabilisation en fait des femmes à l'univers gynécologique. Et donc tout ça fait que pour les femmes comme pour les médecins, c'est beaucoup plus facile d'aborder la santé sexuelle avec les femmes parce que c'est un sujet qui vient un peu naturellement en fait, alors qu'il n'y a pas du tout eu ça chez les hommes. Donc
aborder la santé sexuelle avec les hommes. Souvent, les médecins disaient, on a l'impression que c'est pas naturel, que c'est gênant pour lui, c'est gênant pour nous, etc. Donc, évidemment, comme il n'y a pas ce cadre dédié avec les hommes, en fait, déjà qu'aborder la santé sexuelle, c'est compliqué avec les hommes, alors la contraception, ça vient encore après. La norme procréative, c'est plutôt l'idée d'avoir ni trop peu d'enfants, en gros. Donc, l'idée qu'il faut un certain nombre d'enfants définis. Donc ça, c'était surtout par rapport à toutes les contraceptions définitives. Moi, j'ai été très étonnée de voir qu'il y avait quasiment la moitié des médecins qui connaissaient pas le cadre législatif de la contraception définitive, alors même qu'ils disaient qu'ils avaient de plus en plus de patients qui venaient faire des vasectomies. Donc, ils savaient pas que l'âge légal, c'était pas 35 ans, mais 18 ans. Enfin, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas non plus fait la démarche, en fait, de se renseigner là-dessus. Et donc, ça montrait aussi qu'il y avait une certaine idée de quand est-ce qu'on est un peu en droit, on va dire, de décider d'arrêter de faire des enfants et de se porter sur une contraception définitive. Donc, beaucoup de médecins, en fait, ne parlaient jamais de contraception définitive. C'était toujours quelque chose qui était apporté par les patients et les patientes eux-mêmes. Et donc, pareil, la vasectomie, on se rendait compte que les médecins avaient très peu de... Enfin, ça venait pas d'eux, en fait. Souvent, la vasectomie, c'était les patients qui venaient avec cette demande-là, qui avaient déjà une idée de l'urologue et ils avaient juste besoin d'un courrier, mais le médecin, finalement, avait pas joué de rôle là-dedans. La norme conjugale, c'était plutôt sur le fait que on a vu dans notre étude que les médecins avaient du mal à envisager le partage contraceptif en dehors ils disaient souvent couple stable. Ils mettaient les deux guillemets. Et il y avait vraiment ce truc de comme si la contraception, elle était finalement assez décorrélée de la sexualité. C'était plus une affaire affective. Donc, ils estimaient qu'on pouvait compter sur les hommes, justement, que s'ils étaient dans une relation bien établie, etc. Et par contre, quand c'était en dehors de ce cadre-là, pour eux, c'était pas du tout envisageable d'imaginer une certaine coopération entre les deux partenaires sexuels. La norme sexuelle, c'était par rapport... il y avait aussi... là, c'était seulement 2 médecins qui avaient ces idées-là. C'était plutôt sur l'idée d'une différence de sexualité entre les hommes et les femmes. Donc, avec cette idée que justement, les hommes, ils sont irresponsables. Ils ont une sexualité très pulsionnelle. Ils peuvent pas réfléchir, ils peuvent pas prévoir, etc. Alors que, au contraire, les femmes, elles ont forcément une sexualité beaucoup plus responsable, beaucoup plus posée. Donc ça, par exemple, ils en parlaient pour les adolescents. J'avais un cas clinique avec un adolescent de 16 ans et les médecins me disaient non, à 16 ans... ils m'ont dit des trucs un peu... je vais pas pouvoir répéter, mais que en gros, c'était pas ça qui les intéressait et que du coup, il y avait pas d'intérêt à évoquer le sujet avec eux. Mais du coup, c'est un corollaire, c'est que la fille, à 16 ans, elle, on va lui en parler. Donc, du coup, elle, on considère que en fait, elle est naturellement responsable et que son compagnon, non. Et donc, la norme contraceptive, en fait, c'est justement l'intersection de tout ça. Et donc, c'est le fait d'avoir... souvent, c'est le fait de commencer par le préservatif en début de vie sexuelle, puis ensuite, on a la pilule quand on est en couple stable, puis ensuite le DIU ou maintenant les contraceptions définitives. Et on voit aussi ça, qu'on suit encore beaucoup ça dans les propositions de contraception des médecins généralistes. Souvent, les médecins ne parlent pas de tout l'éventail des possibilités, mais ciblent en fonction de ce qu'ils estiment assez adapté pour l'âge et la situation des patients. Merci beaucoup pour votre travail. On se rend compte aussi que dans les populations de médecins que vous avez interrogées, il y a beaucoup de femmes beaucoup de médecins femmes, mais qui sont des femmes et qui ont du coup elles-mêmes leur expérience et leur éducation, leur socialisation en tant que femmes.
Donc en fait, il y a une éducation à la personne avant l'éducation du médecin. Oui. Et est-ce qu'il y aurait, par exemple, on sait que dans d'autres cultures, rien qu'en Angleterre, la contraception masculine est beaucoup plus encouragée. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre d'autres pays, d'autres façons de faire? Oui. Et que dans les entretiens, par exemple, concernant la contraception adressée aux femmes, on évoque directement la contraception masculine, même en parlant aux femmes. Et est-ce qu'il y a des... Dernière question. Est-ce que vous avez identifié des moments qui seraient propices de parler de la contraception avec les hommes? Par exemple, je pense au rendez-vous... en rendez-vous du postpartum. Ouais. Il y a quand même un moment où on parle précisément de la contraception avec les femmes. Induire que peut-être que le papa pourrait être là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour les questions. Donc, la première... j'ai le temps? La première question, c'est, alors il y a Cécile Ventola, donc qui est sociologue, qui a fait des travaux en 2015, donc ça remonte un petit peu, mais qui elle a étudié justement les différences de représentation des médecins généralistes anglais et français. Dans la contraception justement et le partage contraceptif, et elle a mis en évidence qu'en fait déjà les médecins anglais à cette époque-là avaient on va dire un peu plus dénaturalisé la charge contraceptive que les médecins français, mais surtout que le système médical anglais donner moins de place en fait aux représentations des médecins. C'est-à-dire qu'en Angleterre, souvent ils sont dans des centres de santé, ils sont salariés et ils sont rémunérés un peu selon s'ils suivent bien les recommandations. Donc quand quelqu'un vient pour une contraception, ils ont une plaquette et c'est standardisé. Ils ont une plaquette avec tout ce qui existe et ils sont obligés de tout montrer. Donc même si ils sont pas d'accord avec ça, voilà, ça laisse moins de place finalement à leur représentation parce qu'ils suivent des pratiques standardisées, alors que en France on est beaucoup plus souple et en fait chaque médecin fait un petit peu ce qu'il veut. Et d'ailleurs j'ai une de mes interrogées qui disait qu'elle avait travaillé en planning familial et quand elle était au planning familial, elle avait une plaquette et elle présentait tout et elle s'est rendue compte qu'en libéral, elle le faisait plus, en fait. Voilà. Et la deuxième question... Non, je me souviens plus ce que c'est. Ah oui, donc le postpartum, effectivement, ça c'est important parce que souvent c'est une question, enfin le papa est souvent plus présent quand même dans ces consultations-là avec les nourrissons, etc. Moi personnellement aussi, maintenant j'en parle quand j'ai des patients qui viennent pour des dépistages d'IST parce qu'il y a eu des rapports non protégés. Je leur demande aussi est-ce que du coup il y avait une contraception, donc il y a des gens qui me disent oui elle avait la pilule ou quoi que ce soit, puis il y a des messieurs qui me regardent avec des grands yeux et je pense qu'ils n'y avaient pas du tout pensé et donc je dis juste ça et après c'est à eux de cheminer, mais je pense que ça leur fait quelque chose quand même. Et puis les ados, franchement les ados c'est hyper important de leur expliquer et puis souvent c'est très très bien pris, ils ont des questions finalement dessus. Et moi, je précise toujours, que ce soit pour les femmes ou pour les garçons, que la délivrance de la pilule du lendemain, maintenant, elle peut être donnée aux partenaires. Et ça, c'est quelque chose que je dis aussi bien aux filles quand je leur prescris la pilule qu'aux garçons.